Général, quel nom portera cette promotion? Cette promotion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr portera le nom de colonel Cazeille. Debout! Les officiers! Jean-Léon Cazeille naît le 12 août 1893 à Prat-de-Mollo, dans les Pyrénées-Orientales, où ses parents sont tous deux instituteurs. Après des années studieuses à Foix, il prépare au lycée de Toulouse le concours d'entrée à Saint-Cyr, qu'il réussit en 1913. Le 29 juillet 1914, le général commandant l'école annonce que le triomphe n'aura pas lieu. Le 2 août, le jeune sous-lieutenant Cazeille reçoit son ordre de mobilisation pour le 53e régiment d'infanterie. Dès le 19 août, c'est le baptême du feu dans la région de Robarc, en Lorraine. Canonnade formidable des Allemands. Premier assaut avec ma section. Grêle de balles. La charge. Vaincre ou mourir. Jamais je n'aurais cru que l'on puisse tirer avec autant de sang-froid. Le régiment repart à l'assaut. Le sous-lieutenant Cazeille est blessé d'une balle au poignet gauche. Il revient au régiment au mois de novembre et commande une compagnie comme sous-lieutenant. Il a 22 ans. Le 4 avril suivant, il est affecté au 276e régiment d'infanterie, le régiment de Charles Péguy. Et le 8 septembre 1916, il est cité à l'ordre de la 110e brigade. Est allé chercher le corps d'un soldat qu'un obus avait projeté à une 50aine de mètres en avant de la tranchée, dans le réseau de fil de fer, donnant ainsi à sa compagnie un exemple de sang-froid et de courage qui a été suivi aussitôt par 2 autres soldats. Il est nommé capitaine le 30 mars 1917. C'est, dans les moments difficiles, donner confiance à ces hommes. Très braves, très audacieux, ne connaît pas le danger. Puis il est désigné pour l'armée d'Orient en janvier 1918. Malgré 2 blessures légères qui ensanglantent son visage et sa poitrine, le capitaine Cazeille, commandant la 6e compagnie, regroupe son monde et grenade au poing à bord d'une 2e ligne à peine distincte dans les ténèbres du sous-bois. Un regard jeté à la carte et à la montre, aucun doute. La 6e compagnie, en avance sur l'horaire, a dévié de son axe de marche, prévu tout entier sous bois. Il est 6 heures. Le capitaine Cazeille décide d'occuper le piton. Il entraîne ses marsouins à grande allure. Il parvient au sommet, au moment précis où sort du bois la première chaîne de tirailleurs d'une unité bulgare déployée pour la contre-attaque. Coup de feu à bout portant, le capitaine reçoit, 3e blessure en moins d'1 heure, une balle dans l'épaule droite. À 200 mètres à peine, les éclairs aveuglants des départs d'une batterie de 105 tirant par-dessus leur tête. C'est pour Cazeille et sa poignée d'hommes, en dépit de la gravité de la situation, la certitude soudaine, enivrante, de l'ouverture du front. Il est 7h35, c'est la ruée inoubliable des fantassins. On voit les Serbes lançant sans s'arrêter leurs grenades dans les tranchées qu'ils longent, et presque aussitôt en sens inverse, un flot brun de Bulgares dévale. Vive la France! Et en route vers notre Serbie. La percée était faite. Mais cette porte, en vérité, avait été forcée, 1 heure à peine après le déclenchement de l'assaut général, par une poignée de gars de l'infanterie de marine, entraînés par un capitaine de 25 ans. Dès la première heure de la gigantesque bataille des cimes, le capitaine Cazeille avait enlevé et permis de conserver, au prix du sacrifice de tout un bataillon, la seule base de départ. Épuisé par l'hémorragie de ses 3 blessures, le capitaine Cazeille fut évacué à 8h25. Il mit 3 heures pour atteindre le poste de secours à 2 km, attirant sur lui le feu des batteries de la Clairière. Le 9 octobre, il est promu chevalier de la Légion d'honneur, avec attribution de la Croix de guerre avec palme. Le 10 mai 1919, le capitaine Cazeille rentre en France pour rejoindre le régiment d'infanterie coloniale du Maroc, puis le 15e bataillon de tirailleurs sénégalais au Maroc, où il se signale encore. Officier très brave, au combat de Bouknadel le 29 janvier 1920. À force d'énergie, a su maintenir son groupe en ligne et repousser 2 contre-attaques. Ma grande occupation, c'est le bataillon. On peut dire que je lui consacre tous mes devoirs et toutes mes pensées. Remarquable commandant de bataillon. A transformé complètement son bataillon et en a fait une unité entraînée, instruite et disciplinée, apte à toutes les missions. En octobre 1937,
il prend en France les fonctions de chef d'état-major de la 3e division d'infanterie coloniale. Commander, c'est façonner à son image. Pour nous, c'est la plus grande joie que d'obtenir une belle unité, instruite, ardente. Le souci de se bien préparer à la guerre qui s'annonçait ne le quittait pas. Il y appliquait toute son énergie, tout son cœur, ainsi que sa vive intelligence et sa solide expérience qu'il avait des choses militaires. Le 25 juin 1939, il est promu colonel, et fin janvier 40, il prend le commandement du 21e régiment d'infanterie coloniale. Il pleut toujours sans cesse, et cela n'est pas fait pour égayer nos pensées. Il est très pénible de voir nos pauvres soldats embourbés dans des trous pleins d'eau. Et souvent, je me fais honte à moi-même, moi qui suis dans un abri presque confortable et nullement exposé aux intempéries. Je sais bien que j'ai supporté plus que cela dans ma jeunesse, mais néanmoins, la pensée que je ne partage pas ces épreuves m'est très désagréable. Il faut s'attendre à une guerre longue car nous ne serons pas prêts en 1940. Il faut nous renforcer fortement si nous voulons être supérieurs à l'ennemi. Que sera la guerre? Nul ne peut l'entrevoir. Il faut avoir confiance et faire les sacrifices nécessaires pour obtenir la victoire. En ce moment, je ne poursuis aucune ambition de carrière et ne suis guidé que par le seul sentiment du devoir. J'aime mieux laisser à ma fille un nom respectable que celui d'un mauvais soldat. Tout est là. Il faudra à la tête du pays des gens désintéressés, menés simplement par un amour ardent du pays et du bien public, et guidés par le seul souci de remporter la victoire. Nos hommes ne comprennent pas. D'autre part, je ne crois pas que nos hommes d'État, toujours préoccupés de leurs petits avantages matériels, et même nos grands chefs, férus d'ambition et assoiffés d'honneur, inspirent une très grande confiance. Il faudrait pour diriger la guerre une équipe de jeunes désintéressés, sans autre ambition que la victoire finale. Hélas, nous n'en sommes pas là. En ce début d'année, le régiment est installé dans la région de Montmédy, à l'extrémité ouest de la ligne Maginot. Nous voilà revenus au plus mauvais jour de 1914. Nous nous en tirerons, parce que la France ne peut pas périr. Ce sera dur cependant. Après, il faudra liquider les mauvais bergers qui nous ont conduits là. C'est de ces positions que le régiment supporte sans faiblir l'attaque allemande du 10 mai 40. Il s'accroche aux fortifications. Le colonel Cazeille se cramponne au terrain, résolu à tenir tant qu'il n'aura pas reçu l'ordre formel de se replier. La nature est magnifique. Et lorsque l'on considère le charme du paysage, on s'indigne sur l'ânerie des hommes qui pourraient songer à autre chose de plus beau qu'à s'entretuer. Mais il est dit que l'homme est l'animal le plus déraisonnable de la création. Malgré les avantages certains de nos adversaires, il ne faut pas désespérer. Je suis convaincu que nous finirons par vaincre. Le 14 juin, cet ordre arrive. Le 21e RIC, amputé de son 3e bataillon, prêté à une autre division, devra rétrograder dès le soir en direction de Bar-le-Duc. Le 15 au matin, après avoir marché toute la nuit, le 1er bataillon, une partie du 2e et le PC du colonel se trouvent à 2 km au sud de Vaubécourt. Cazeille, indifférent aux balles qui commencent à siffler, donne ses ordres debout près de sa voiture. Lui restera derrière le régiment, à la place du chef d'un corps qui se replie. Vers 20h, les munitions manquent. Il n'y a plus que 3 officiers valides, le colonel, le lieutenant Vauchel et son commandant de compagnie, le capitaine de Fritz. L'encerclement allemand est presque achevé, mais le chef de corps comprend qu'il reste une possibilité de passage au sud-ouest de Rambercourt. En arrivant au sommet d'une crête, Cazeille dresse rapidement un croquis de situation et donne ses ordres. Devant lui, un talweg et une autre crête derrière laquelle on aperçoit les lisières de Rambercourt. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les Allemands ont déjà pris position dans les bois et les bosquets qui lui font face. Les hommes se déploient en tirailleurs après s'être lestés d'une partie de leurs équipements et descendent vers le petit ruisseau avant de monter à l'assaut de la seconde crête. Le colonel Cazeille encourage une dernière fois ses hommes, les galvanise. Baïonnette au canon, suivez votre colonel. Nous allons leur passer sur le ventre. L'assaut est d'une extrême violence. Cazeille et sa 60aine d'hommes sont pris au piège. C'est alors que le capitaine Fritz voit Cazeille, jusque-là resté dressé de toute sa haute taille, faisant feu à bras francs, tomber la face contre terre. Il l'espère blessé. Presque au même instant, le lieutenant est tué, et demeurant seul, le capitaine entraîne les derniers hommes, puis à son tour, s'écroule.
L'officier ennemi, qui trouvera le portefeuille du colonel, prononcera ces simples mots. Il est mort en héros. Nous avons trouvé le colonel commandant le 21e RIC en avant de tous les héros de son régiment tombés avec lui. Le colonel avait toujours en main un fusil baïonnette au canon. Le colonel avait une forte blessure au cou ayant ouvert la carotide. Il avait reçu un coup de baïonnette à l'omoplate droite et un second coup de baïonnette à l'abdomen. Le 28 novembre 1940, le 21e RIC était cité à l'ordre de l'armée. Son chef, le colonel Cazeille, était mort en héros. Hommage lui soit rendu.